Pour organiser cet événement, on est 3 structures. Le programme Solidarité Eau, le RESACOP et la plateforme Coexiste. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on va se présenter très rapidement, en 1 ou 2 minutes, et ensuite je vous annoncerai le programme de ce webinaire. Je vais passer la parole à Isabelle de RESACOP pour qu'elle puisse présenter sa structure. Bonjour, donc Isabelle Robert, je suis chargée de mission à RESACOP, qui est un réseau régional multi-acteurs, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes. Puis il y a des réseaux régionaux sur chacune des régions de France. On a pour mission d'accompagner les porteurs d'actions, de projets en solidarité internationale et en éducation à la citoyenneté, solidarité internationale. On est aussi là pour mettre en réseau les structures, pour faire des formations, accompagner et voilà, créer un réseau au niveau de la région entre les acteurs. Voilà, merci. Merci beaucoup Isabelle. Iris, tu prends la suite? Oui, bonjour à tous. Coexiste, c'est un dispositif qui vise à faciliter les partenariats opérationnels entre les ONG et les entreprises dans le cadre de projets de solidarité internationale et plus spécifiquement dans les domaines de la santé, de l'énergie, de l'agri-agro et enfin de l'eau et de l'assainissement, ce qui fait qu'on est ici présent aujourd'hui. Voilà, donc très succinctement, c'est comme ça. Et si vous voulez plus d'informations, vous pourrez aller voir sur la plateforme ou me contacter. Bon webinaire. Merci beaucoup Iris. De mon côté, donc moi c'est Carole, je travaille pour le programme Solidarité Eau, qui est un réseau des acteurs de l'eau et de l'assainissement qui a pour objectif de favoriser l'accès à l'eau et à l'assainissement dans le monde, conformément à l'ODD numéro 6. Pour ça, on travaille autour de trois grandes missions, j'ai envie de dire, autour de la production de connaissances. On va élaborer des guides techniques, par exemple, pour aider les personnes à monter leur projet. On va en élaborer un très prochainement qui va être publié sur le thème du pompage solaire qu'on vous enverra. On fait aussi de l'animation territoriale, comme là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et on fait de l'accompagnement individuel au montage de projets, eau et assainissement. Voilà pour moi. Je vous propose de passer à la présentation du programme aujourd'hui, si j'arrive à changer les slides. C'est bon. Alors, peut-être qu'il va y avoir un petit temps de décalage. Hein. Vous allez le voir, le programme s'afficher. Je vais passer la parole dans un premier temps à ma collègue du PSO, Anna, qui va contextualiser un peu les enjeux et les opportunités du pompage solaire. Ensuite, on aura une présentation du partenariat dans le cadre d'un projet de pompage solaire avec l'ONG ADOS et l'entreprise Surtech, qui nous présentera ce qu'ils ont fait au Sénégal. On aura un temps de questions-réponses. Ensuite, la parole sera passée au pôle Ténerdis par Ingrid qui présentera le projet EWEN. Et on aura également une intervention de Inès Solaire sur la formation, plus spécifiquement. Ensuite, on aura encore un temps de questions-réponses. Après ça, vous pourrez avoir un petit focus sur les clés de la réussite d'un partenariat ONG-entreprise par Iris de Coexiste. Et enfin, on clôturera cet atelier par la présentation de l'appel à projet Nouvelle Coalition d'acteurs qui cherche à promouvoir et à encourager les coalitions ONG-entreprises. On vous en dira plus à ce moment-là. Sur les objectifs de cet atelier, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter de manière très générale les enjeux et les opportunités du pompage solaire, de partager des expériences réussies de projets liés à l'énergie photovoltaïque menés en coalition ONG-entreprise. Et enfin, de vous présenter plus globalement cet appel à projet que j'ai déjà évoqué, Nouvelle Coalition d'acteurs, qui est porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parole à ma collègue Anna pour qu'elle puisse rentrer dans sa présentation autour des enjeux et opportunités du pompage solaire. Anna, si tu veux bien prendre la parole. Oui, bonjour Carole, bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Anna Sanchez, lycée, vous m'entendez bien, hein. Je suis la collègue de Carole Chemin, je travaille au programme Solidarité Eau, je suis basée à Lyon pour ceux qui ne me connaissent pas. Et du coup, on a voulu introduire cette journée-là pour un petit cadrage, voilà, ça sera assez synthétique. Je vais vraiment donner quelques notions et quelques pistes pour qu'on soit toutes et tous en face de cette question du pompage solaire. Pour vous dire, on a reçu notamment quand on vous a envoyé les formulaires d'inscription, pas mal de questions qui étaient plus orientées, enfin plus techniques et plus du cas par cas.
En fait, on est là pour ça. Carole l'a dit, les PSO et les RSACOP coexistent aussi. On pourra tout à fait vous accompagner par la suite. On n'aura pas aujourd'hui le temps de traiter toutes ces questions-là du cas par cas, quoi. Mais il ne faudra pas hésiter à nous contacter. Par la suite, on pourra fixer des rendez-vous en bilatéral. Donc, pour commencer, finalement, qu'est-ce que c'est ce système de pompage? Qu'est-ce qu'on entend quand on parle du solaire? Et donc, finalement, comment on peut faire pour alimenter des pompes? Très rapidement, je vous disais, qu'est-ce qu'on entend par pompage solaire? Et quand on doit alimenter une pompe qui va, elle, alimenter un réseau d'eau potable, enfin, il y a plusieurs possibilités pour l'alimentation en énergie. Motricité humaine, thermique avec les fameux groupes électrogènes, les solaires, éoliennes. Donc finalement, comment on fait pour choisir? Eh ben, c'est un peu comme à chaque fois qu'on va monter un projet de solidarité internationale et de coopération, il faut vraiment partir d'un diagnostic initial. Il faut définir un périmètre du projet, il faut voir le nombre de bénéficiaires, il faut vraiment faire un état des lieux et mettre en fait tous les acteurs autour de la table pour coordonner ça et pour, dès le départ, travailler avec tout le monde. Et donc, finalement, le choix technique entre les différents choix énergétiques, elle va se faire en fonction de la disponibilité de la source en eau, qui va du coup, on va la trouver grâce à des études hydrogéologiques qui vont être faites, donc les fameuses études de faisabilité aussi qu'on parle. On va aussi regarder la configuration de l'habitat. On va regarder les capacités locales de gestion. C'est pour ça que c'est important de s'intéresser à qu'est-ce qui se passe au moment où on arrive à la localité. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose au niveau de la gestion? Est-ce qu'il y a déjà un réseau d'eau? On va regarder, et c'est important pour les pompes solaires, la disponibilité des pièces de réchange. On en parlera plus tard, mais c'est vrai que c'est important de se poser ces questions dès le départ pour pouvoir intervenir en cas de panne. Et les cadres sectoriels du pays. Je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est la gouvernance ou autre. Les cadres sectoriels, ça renvoie un peu à cette notion de gouvernance. La gouvernance, ça va être finalement l'ensemble des systèmes politiques, socio-économiques et administratifs qui vont gérer finalement et qui vont se mettre en œuvre pour développer cette service d'eau. Et en fait, c'est très important de réfléchir dès le départ à ça parce que ça va engager en fait la pérennité du projet. Pour rappel, au PSO, on a plein de ressources et notamment des fiches pays dans lesquelles vous trouverez les cadres sectoriels. On n'a pas tous les pays, mais on en a pas mal. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous demander. Les pompes solaires, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, voilà, on va y avoir de panneaux solaires qui vont du coup produire de l'énergie en captant les soleils, l'ensoleillement, et qui vont alimenter une pompe avec un système de contrôle ou un onduleur en fonction de si la pompe elle travaille en continu ou en alternatif. Cette pompe-là, alimentée par ces panneaux solaires, elle va à la fois, elle va alimenter un château d'eau qui va être une hauteur et qui, la plupart du temps, par gravité, elle va alimenter un réseau qui va pouvoir, du coup, alimenter des ventes fontaines, des branchements privés des ménages et aussi, dans certains cas, des périmètres des maraîchages. Donc, en fait, en travaillant sur les pompes solaires, on va aussi développer économiquement les localités. En fait, on va participer au développement économique des localités aussi. Voilà, juste pour comprendre, pareil, qu'on soit tous bien d'accord, les pompes solaires, on va parler de production au fil du soleil. Donc, ça peut paraître une évidence, mais on va pomper que quand il y a du soleil. La nuit, on ne pourra pas pomper. Donc, ici, vous savez, en bas, cette courbe-là, c'est vraiment les 24 heures de la journée. Donc, la nuit, on ne va pas pouvoir pomper. Et puis, on va trouver un pic de production de pompage au zénith, donc autour du midi. Voilà, et ensuite, la nuit, elle va tomber. Enfin, voilà. Et en fait, la production énergétique, elle ne va pas être régulière. Elle va vraiment dépendre du soleil. En face de ça, on va y avoir la consommation. C'est la courbe en bleu que vous voyez. Donc, encore une fois, ça dépend aussi des localités, de là où on est. Mais la plupart du temps, les populations, ils vont consommer l'eau les matins et les soirs. Donc, on va y avoir des pics de consommation plutôt les matins et plutôt les soirs. Et donc, on voit que ça n'est pas tout à fait en phase avec notre production quand on est en solaire. Donc, pour pallier à ça, pour associer cette production et cette demande en eau qui ne vont pas se faire en même temps, il va falloir chercher une solution de stockage qui va permettre d'avoir un service. Bien évidemment, notre objectif, c'est fournir de l'eau 24 heures sur 24. Voilà, donc pour entrer un peu dans les détails des panneaux solaires, voilà, donc les panneaux solaires, ils vont produire de l'énergie en fonction de l'intensité de l'ensoleillement. On va pouvoir trouver des repères assez facilement sur les nets, et notamment dans des pays d'Afrique de l'Ouest, là où on intervient la plupart du temps. C'est des pays qui sont très favorables aux pompes solaires, justement parce qu'il y a un ensoleillement qui est assez bon.
Ça va dépendre du nombre de panneaux solaires, c'est une évidence aussi, mais je l'ai dit parce que parfois ça peut être un limite de cette utilisation, parce que parfois ils vont prendre beaucoup d'espace et on va y avoir besoin d'un énorme terrain pour mettre en place notre système solaire. Donc parfois, si on a trop de panneaux solaires, ça va être limitant. Ça va dépendre aussi de la production de l'énergie, de l'inclination de panneaux. C'est pour ça que c'est aussi important à chaque fois de faire appel à des techniciens, à des professionnels, parce qu'il y a aussi la connectique et tout. Une fois, enfin, l'installation de cette système, elle est vraiment importante et l'inclination, elle en fera partie. La température extérieure, voilà, s'il fait trop chaud, les panneaux, normalement, ils sont assez robustes, mais les systèmes, la connectique, elle va peut-être diminuer le rendement. Et l'environnement extérieur, ça peut aussi paraître une évidence, mais notamment la poussière. Et dans des pays sahéliens où on a beaucoup de sable, si on ne nettoie pas régulièrement les panneaux solaires, on va pouvoir être confronté à des vastes rendements aussi. C'est quoi les limites du coup de cette pompe solaire? J'en ai déjà évoqué certains. Donc, ils vont dépendre du soleil. Donc, on ne pourra pas pomper s'il n'y a pas de soleil. On va tirer plus fort sur la nappe parce que du coup, on va devoir pomper en 8 heures de temps une quantité d'eau qui va servir à alimenter le village la journée. Donc, finalement, en 8 heures de temps, on va devoir produire une grande quantité d'eau. Donc, on va être à la fois contraint par les débits d'exploitation du forage et par les besoins sur place. Voilà, donc parfois, ça ne suffira pas, on va voir ça. La consommation et la production, ils vont arriver à des moments différents la plupart du temps. J'ai déjà parlé de ça. On ne va pas pouvoir répondre à des besoins exceptionnels et en cas de panne, si on est en 100% solaire, on va y avoir peut-être des problèmes. On va faire appel, on va nécessiter de compétences techniques et un entretien régulier. Et on va devoir anticiper aussi les renouvellements des équipements. Même s'il n'y a pas de gasoil à payer, il va falloir quand même intervenir, réparer des pannes, etc. Donc voilà, c'est néanmoins, enfin, malgré tous ces limites-là, c'est une technologie qui a beaucoup évolué, qui est aujourd'hui très répandue et il y a aujourd'hui beaucoup d'innovations et notamment via des entreprises qui vont aujourd'hui nous présenter aussi certaines choses. Donc c'est une technologie qui est aujourd'hui très intéressante à mettre en place. On parlait tout à l'heure de la difficulté d'associer la production à la demande. Pour ça, on a 3 possibilités. La plupart du temps, on va construire un réservoir. On les trouve de toute façon, ces réservoirs-là, parce qu'on est souvent dans des réseaux gravitaires. La différence, c'est que quand on va être en solaire, les besoins de stockage, il va être plus important parce que, vous l'avez compris, on va produire que 8 heures par jour, donc on va devoir stocker plus. En général, quand on est en thermique, on parle d'un besoin de stockage de l'ordre de 20 ou 30% de la capacité de la pompe. En solaire, on va devoir stocker 70% à peu près de la capacité de la pompe. En solaire, 100% solaire. Donc, on va y avoir des châteaux d'eau qui vont être finalement grands et chers. Et voilà, ça va être aussi une difficulté. Entre guillemets aussi, il y a des entreprises qui aujourd'hui sont en train de travailler sur des stockages dans des cisternes souples, modulables. C'est aussi des pistes qui vont vous permettre d'optimiser votre projet, et notamment des entreprises dans la région. Voilà. Une solution possible, si on ne fait pas un château d'eau trop gros, c'est mettre en place des batteries pour stocker justement cette énergie. Notre retour de terrain, c'est que les batteries, en général, c'est difficile et c'est onéreux à mettre en place. On en trouve quand même des batteries, mais c'est des éléments qui sont assez sensibles aussi à la chaleur et en fait, ils tombent régulièrement en panne, donc ils ne sont pas très conseillés. Et sinon, une solution, j'aborderai ça par la suite, c'est faire du mix énergétique. Donc, on va coupler notre production en solaire à une autre production qui va être soit en thermique avec un groupe électrogène, soit on va se brancher au réseau s'il y a un réseau électrique qui existe déjà. Donc, les mix énergétiques, voilà, je vous l'ai expliqué. Ici en bas, je ne sais pas si ça se voit bien, mais on a un petit tableau. Alors, pour vous dire, ça a été calculé en partant du principe de calculer les coûts. Donc, ces tableaux-là, ça donne une ordre d'idée à partir de quel moment c'est intéressant ou c'est pas intéressant de faire d'hybrider, donc d'envisager une autre source d'énergie en plus du solaire. Eh bien, on a constaté qu'à partir de 2500 habitants pour des villages, des sites ruraux, enfin voilà, des petits sites ruraux, c'est intéressant 100% solaire. Et à partir de 2500 habitants, ça devient tout de suite intéressant de hybrider. Parce que, voilà, je l'ai dit, les châteaux d'eau, il va être grand, il va être important, ça va coûter cher. Et aussi parce qu'on va pouvoir répondre à des sautes limites du pompage solaire en cas de panne ou autre.
Donc voilà, la solution hybride, elle est aujourd'hui privilégiée. Ça a aussi beaucoup avancé d'un point de vue technologique, cette solution. Donc aujourd'hui, c'est vraiment je pense, sur ça que vous allez partir. Voilà, pour choisir les matériels, juste vous dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de choses qu'on trouve sur les terrains, et notamment dans certains pays, il y a beaucoup de contrefaçons aussi. C'est important de veiller à avoir du matériel de qualité, donc privilégier le matériel qui soit performant et avec lesquels on peut y avoir une traçabilité. Et je l'ai évoqué déjà aussi, avoir un matériel qui va nous permettre d'avoir des pièces de réchange sur place. Donc, pour ça, vous allez pouvoir lancer des marchés avec des fournisseurs. Vous allez pouvoir comparer systématiquement des fournisseurs et vous allez pouvoir aussi consulter des retours d'expérience. Ça, c'est un point très important aussi. Regardez autour de vous quand vous êtes sur place et voir qui fait quoi et essayer aussi de consulter les avis et des retours d'expérience des personnes qui sont déjà là-bas. Pour les choix de fournisseurs, je vous ai dit, bon, si vous lancez un petit appel d'offres, voilà, il faudra regarder des fournisseurs certifiés et fiables. Parfois, dans certains pays et certains ONG, et nous, les PSO d'ailleurs, on a certaines informations aussi, il y a des listes des fournisseurs qui ont été référencés. Parfois, il y a un cadre réglementaire qui existe, qui vous permet aussi de regarder les normes, insérer ça dans votre appel d'offres. Il va falloir, et on va aborder la question aussi plus tard, enfin voilà, envisager de former les futurs exploitants, c'est très important. Donc, pour choisir les fournisseurs, s'ils proposent aussi de formations, c'est très bien. Vous allez pouvoir voir s'il y a une solidité financière, votre fournisseur, vous s'intéressez à, voilà, qu'est-ce qu'il a fait avant, etc. Et il y a une exonération des taxes qui est possible dans ce type de projet et qui est normalement plus facile à demander si vous travaillez avec un opérateur local. Donc voilà, quelques pistes, quelques recommandations pour choisir votre fournisseur. On a aussi l'idée, et j'arrive à la fin de ma présentation, qu'on parle du pompe à solaire, on s'est dit tout de suite, ça va coûter cher quand on va l'installer, mais après, ça va coûter rien et ça va nous permettre de réduire les prix de l'eau. Ce qui en soit, c'est vrai, on peut réduire les prix de l'eau. Par contre, c'est pas vrai que ça coûte rien, les pompes à solaire. On va l'installer et après, il va y avoir des frais qui vont être liés à la gestion de ce système. On va avoir forcément du personnel, on l'a vu, qui va devoir nettoyer, qui va devoir intervenir pour faire la gestion du matériel. On va y avoir des analyses de l'eau, on va y avoir des contrôles à mettre en place. Et il va y avoir aussi toute la partie des renouvellements, de mettre en place, enfin d'avoir un épargne pour pouvoir remplacer les équipements quand la population elle va augmenter pour pouvoir avoir plus de panneaux solaires. Voilà. Donc tout ça, ça va devoir rentrer dans une petite compte d'exploitation et ça va devoir faire partie du prix de l'eau que vous allez mettre en place dans le cadre de votre projet. Et voilà, il faut aussi sensibiliser la population par rapport à ça parce que mettre du solaire, c'est pas gratuit non plus. Et l'eau, il y a quand même un coût de la produire. Donc, ça va être aussi quelque chose qui va vous engager la pérennité de votre projet. Bon, voilà, il y a eu des choses qui ont été dites, mais je voulais finir par vous parler de quelque chose qui va aussi être important, assurer l'entretien et la maintenance de votre système solaire. On a déjà parlé du nettoyage. Ça peut paraître aussi une question très simple. N'empêche que quand on va sur le terrain, on constate que ce n'est pas systématiquement fait et c'est dommage en fait. Donc, c'est des choses de l'entretien quotidien et de la gestion de ce type de système sur lesquels il faut y travailler. Il faut prévoir aussi dans les cas de projet une petite ligne qui vous permettra de former les gens, de sensibiliser les gens pour faire tout ça. Un technicien local, soit qu'on pourra former, soit un technicien qui va pouvoir se déplacer. La plupart du temps, on va parler, je pense aussi, dans des villages qui sont isolés. Parfois, il n'y a pas cette possibilité-là de déplacer des techniciens, donc il y a des autres solutions possibles, des contrôles à distance ou autres. N'empêche qu'un système solaire, il faut le contrôler. Veiller à la connectique, j'ai déjà parlé de la sensibilité aux fortes chaleurs. Aujourd'hui, avec les avancées techniques, on trouve des pompes à courant continu qui enlèvent pour lesquelles il ne faut pas utiliser des onduleurs qui vont changer du coup les courants produits par les panneaux pour alimenter la pompe. Et du coup, nous, nos retours d'expérience, c'est que les onduleurs, c'était des systèmes qui sont très sensibles et qui tombent en panne régulièrement aussi. Donc, c'est une avancée technologique qui aujourd'hui est assez, voilà, ça peut être une piste intéressante.
Voilà, et je vous ai aussi parlé du contrat des maintenances, des stocks des pièces détachées et de la sécurisation des installations. Ça, voilà, bon, aujourd'hui, je pense qu'on le fait systématiquement pour à la fois éviter que les panneaux ils soient endommagés et qu'il y a des vols ou des choses comme ça. Donc voilà, je m'arrête là. Je vais essayer de vous parler rapidement de notions de base. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de tout vous dire. Voilà, n'hésitez pas, Carole vous l'a dit, on est en train de travailler au PSO, on va sortir récemment, enfin au mois de janvier, un guide qui sera sur ce sujet-là, dans lequel toutes ces questions-là ils vont être abordées. Il y aura aussi un témoignage de l'ADOS, entre autres. Donc voilà, et je vous remercie en tout cas et je reste disponible si besoin pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Anna, pour ta présentation. On a quelques réactions dans le chat qui ne sont pas des questions, mais des remarques. Il y a eu un petit débat sur la durée de vie, notamment des panneaux solaires. Je vais laisser maintenant la place à l'ONG ADOS et à l'entreprise Surtech pour leur présentation. Et après cette présentation, on passera aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas pendant ce temps à marquer vos questions si vous en avez. Je rappelle encore une fois que pour les questions très spécifiques, techniques, on vous invite à prendre contact directement avec nous pour qu'on puisse parler de votre projet en direct ensemble. Les questions sont plutôt, voilà, traiteront pas des cas individuels. Donc voilà, dans les rappels un peu. Ah, et aussi, ce que j'oubliais, c'est vrai que quand vous posez une question, ça peut être, c'est mieux si vous précisez de quelle association vous êtes. Ça me permet de plus facilement pouvoir soit vous donner la parole si on a le temps, soit de pouvoir vous répondre. Je laisse la parole du coup à Rachel ou Patrick ou... Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parce que moi, je ne vous entends pas du tout, hein, comme tout à l'heure. Par contre, ah si, c'est bon, j'ai le partage d'écran. Hop, voilà. Et puis, alors attendez. Alors, je vais cliquer là-dessus. Est-ce que ça marche? Alors, je vais essayer. Ça ne marche pas. Animation. Ah, voilà. Oui, c'est bon. Ça partage là ou pas? Partage d'écran, non. C'est bon, j'arrive. Ok. Bon. Du coup, bonjour. Donc, Rachel Naudin, je suis la directrice de l'association ADOS. Donc, nous, on va vous présenter notre expérience de collaboration ONG, entreprise, collectivité sur le Nexus eau et énergie à travers le projet RENSEAD, renforcement du secteur de l'eau et de l'assainissement dans le département de Dagana, qui a débuté fin 2020 et qui est en phase de clôture. Donc, pour faire cette présentation, je serai accompagnée par Hassan Diarra, notre responsable opérationnel qui est basé au Sénégal, et Patrick Chavreau de la société Surtech, donc qui est partenaire du projet. Bonjour. Alors, pour cette présentation en début, donc je vous présenterai la jeunesse du projet, comment le projet est né et s'est concrétisé. On vous présentera la localisation, les objectifs du projet qui sont directement issus du plan départemental d'hydraulique et d'assainissement de Dagana, les modalités de mise en œuvre du partenariat, les facteurs clés de réussite et le rôle de chacun, le bilan en termes de collaboration, donc entreprise, ONG et collectivité, perspectives et attentes. Et dans un deuxième temps, on aura le temps d'échanger et on pourra répondre à vos questions. Donc, à l'origine, l'association ADOS, nous sommes présents depuis 35 ans au Sénégal, particulièrement dans la région de Matam, sur des questions initialement d'accès à l'eau potable et l'assainissement. Peu à peu, nos actions ont évolué vers la gestion des déchets, le développement économique local et les énergies renouvelables, et notamment la mise en place du mix énergétique sur des projets notamment cofinancés par l'AFD.
Donc nous, notre objectif, c'était d'essaimer notre expertise au-delà de la région de Matam et d'aller vers d'autres collectivités sénégalaises. En parallèle, le conseil départemental de Dagana a défini en 2018 son plan départemental d'hydraulique et d'assainissement pour la période 2018-2023 et commencé à démarcher des ONG pour sa mise en œuvre. Donc, le plan départemental d'hydraulique et d'assainissement posait en fait le diagnostic du territoire et définit les axes prioritaires d'action. En parallèle également, en France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse lancent en 2020 le fonds de coopération interrégionale à travers donc l'appel à projets, les nouvelles coalitions d'acteurs. Donc en fait, c'est ces trois éléments qui ont fait que finalement, le projet s'est vraiment concrétisé et qu'on est allé vers la recherche d'une société pouvant nous accompagner dans ce projet. Donc nous avons été en contact avec Surtech, donc je laisserai Patrick présenter sa société et se présenter et présenter un peu le réseau dans lequel il est et qui nous a amenés à nous rencontrer. Donc, pour la suite, je vais laisser la parole donc à Hassan Diarra, notre responsable opérationnel. Merci Rachel. Pour ce qui concerne la localisation, le département de Dagana se situe au nord du Sénégal, donc dans la région de Saint-Louis. Alors, la région de Saint-Louis comporte trois départements, notamment le département de Saint-Louis, le département de Dagana et le département de Podor. Le département de Dagana donc, se situe au milieu entre les deux départements. Il compte 12 collectivités, on va dire, donc 11 communes et le conseil départemental. Alors, la particularité de ce département, c'est qu'il se situe à la frontière avec la Mauritanie, et donc dont la limite est le fleuve Sénégal. L'autre particularité également, c'est qu'il se situe dans le delta du fleuve Sénégal. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent cette partie du pays, alors, avant le barrage de Diamant, on assistait à ce qu'on appelait la remontée de la langue salée, qui venait jusqu'à Dagana. Donc, la mer qui remontait, donc, les eaux de la mer qui occupaient donc le lit du fleuve Sénégal. Donc, cela a eu pour conséquence une salinisation importante des nappes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après le barrage de Diamant, on a bien sûr de l'eau douce sur le fleuve, mais les nappes sont salées. Donc, ce qui fait que la source principale d'eau dans cette zone, c'est le fleuve Sénégal. C'est donc le traitement des eaux de surface qui permet d'approvisionner les populations. Donc, ça, c'est une caractéristique importante pour comprendre un peu, disons, comment le système d'approvisionnement en eau est basé autour donc, des unités de traitement des eaux de surface du fleuve Sénégal. Maintenant, le projet va intervenir dans 2 villages spécifiques donc, du département, qui sont des villages assez enclavés, et proches du fleuve, mais très enclavés. Et donc, il a fallu donc trouver un système qui permette en tout cas d'intervenir dans ces villages et de permettre aux populations d'avoir de l'eau potable. Sinon, le réflexe des populations, c'est de recourir à l'eau brute, du fleuve, ce qui fait que les maladies comme la bilharziose sont endémiques dans cette zone. Slide. Voilà, aujourd'hui, comment on est arrivé à élaborer ce projet? Comme Rachel l'a dit tantôt, on est parti d'un document de planification qui a été élaboré par le conseil départemental et les collectivités, les 11 communes. L'idée, c'était de disposer d'un document qui permette un peu une coordination et une harmonisation des interventions en matière d'eau et d'assainissement dans tout le département. Et donc, tous les partenaires qui devaient intervenir pour accompagner les collectivités devaient se référer à ce document. C'est un
c'est pratiquement l'un des premiers documents de plan d'hydraulique à d'assainissement élaboré par un département au Sénégal. Et donc, l'idée même, par rapport au ministère de l'eau et de l'assainissement, c'est, en tout cas, après d'évaluer la mise en œuvre de ce PDHA et de pouvoir un peu vulgariser ça à travers le Sénégal. Et donc, ce document a permis de faire la situation de référence de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans le département de Dagana. Aujourd'hui, on connaît les gaps, on connaît les zones en tension. Il y a 111 localités aujourd'hui qui ont des problèmes d'accès à l'eau dans ce département-là. Et donc, la situation, elle est claire. Donc, ce qui a permis à ADOS d'échanger avec le département pour aujourd'hui s'orienter sur les priorités. Et donc, ADOS n'est pas venu faire un diagnostic. Le diagnostic était déjà disponible. La situation était déjà claire. Donc, l'idée, c'était d'accompagner maintenant la mise en œuvre de ce plan. Et donc, c'est à partir de là qu'on a élaboré avec le conseil départemental le projet qu'on a dénommé RENSEAD, donc renforcement du secteur de l'eau et de l'assainissement dans le département de Dagana. Donc, il y a comme objectif d'améliorer le cadre de vie des populations, donc des zones ciblées du projet, en passant notamment par l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Continue, Rachel. Et donc, le projet compte 3 composantes. La première composante, c'est le renforcement de la couverture en ouvrage d'eau et d'assainissement dans la commune de Bokol. En fait, je le disais tout à l'heure, il y a 11 communes dans le département, mais on a démarré la première phase du projet par la commune de Bokol, qui est la commune dont la situation était beaucoup plus, disons, en termes d'accès, qui avait le taux d'accès le plus faible. Et donc, les zones également les plus en tension. Donc, l'idée, c'était de commencer à renforcer la couverture en ouvrage d'eau et d'assainissement dans cette commune-là. Pour cela, les activités qui sont réalisées dans le cadre de ces composantes sont donc de faire, disons, un diagnostic des installations, parce qu'il y avait des unités de traitement qui étaient tombées pratiquement en panne depuis longtemps, ou en tout cas qui fonctionnaient difficilement, ce qui fait que les populations dans ces villages-là pratiquement utilisaient l'eau du fleuve. Donc, il fallait faire un diagnostic des installations, des équipements de traitement et de potabilisation et des équipements solaires. Alors, ce travail-là a été confié par Surtec. Donc, c'est Surtec qui a fait ce diagnostic-là dans le cadre de la collaboration. Ensuite, une fois ce travail effectué, il y a également une réalisation de travaux et de réhabilitation et d'extension des réseaux pour permettre aux quartiers isolés d'accéder à l'eau potable. Ça, ce sont les entreprises locales qui ont réalisé ces activités. Ensuite, l'activité suivante, c'est le renforcement et le renouvellement. Je ne vois pas bien là. Des équipements, unités de potabilisation. Ouais, ici. Donc, renforcement et renouvellement des équipements et des unités de potabilisation. En fait, l'idée ici, c'est après le diagnostic, de proposer un schéma qui permet un peu de renouveler les équipements de potabilisation et les équipements solaires également. Mais on s'est rendu compte que puisque dans cette zone, l'accès était difficile, les populations, quand l'unité de potabilisation tombait en panne, pouvaient rester 2 jours, 100 jours, parce qu'il n'y avait pas de techniciens pour venir réparer. Ou en tout cas, les techniciens devaient venir de Dakar. Et c'était très compliqué de les mobiliser. Alors, l'idée, c'est de concevoir un système qui permette au moins une intervention à distance, de stocker les données, mais aussi de pouvoir, disons, diagnostiquer le système à distance. Donc, c'est ça un schéma, en tout cas, qui permet un peu de régler ces problèmes, disons, de techniciens pour un peu réparer le matériel quand il tombe en panne. Donc, Surtec a conçu un schéma aujourd'hui qui permet, en tout cas, de se connecter et de comprendre la situation.
Et donc, après ça, il faut former les entreprises locales qui vont faire un peu, qui vont mettre en place le système, qui vont eux-mêmes acheter le matériel et mettre en place le système. Donc, ils vont être formés pour l'utilisation de ce système-là. Et donc, quand il y a des problèmes, ce sont ces entreprises-là au niveau local qui pourront intervenir. Donc, ce texte permet également de faire cette réalisation. Et puis, les autres activités, c'est la dotation aussi en réactif pour le suivi de la coloration. Comme vous le savez, c'est des eaux de surface, donc qui demandent un traitement, mais également un suivi très rapproché de la coloration pour s'assurer de la qualité de l'eau. Donc, comme vous le voyez ici, donc, il y a des interventions qui ont été faites par Surtec en termes de conception, en termes d'accompagnement, en termes de formation, on va dire, mais également d'autres interventions réalisées par les entreprises locales pour s'assurer également, disons, d'une compétence locale qui pourra après continuer un peu le suivi, l'entretien du système qui est mis en place. La deuxième composante du projet, c'est la sensibilisation et la formation des acteurs pour une meilleure prise en charge de ces investissements-là. Il ne s'agit pas seulement de former les entreprises locales, mais aussi de former les usagers. Parce que ces unités de potabilisation sont gérées de façon communautaire. C'est des associations du réseau d'eau potable qui assurent la gestion de ce système. Donc, il faut les former pour une meilleure gestion du système, mais également sensibiliser les populations en termes pour un changement de comportement en termes de pratiques en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Donc, ça également, ça fait partie des composantes du projet. Et la troisième composante, c'est également la gouvernance. Donc, mettre en place un cadre qui permet une gouvernance transparente, mais aussi qui permet une implication de l'ensemble des acteurs, du projet. Voilà donc en somme le résumé, on va dire, du projet tel qu'il a été conçu et déroulé au niveau du département de Dagana. Slide. Voilà. Maintenant, quels ont été les facteurs de réussite de ce projet? Le premier pour nous, c'est la capacité de mobilisation des acteurs sur les deux territoires. ADOS, en tant qu'ONG, chef de file du projet, a, disons, une antenne au Sénégal et une antenne à Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, cette capacité de mobilisation des acteurs, cette connaissance des acteurs sur les deux territoires a été pour nous un facteur de réussite important parce qu'on ne peut pas venir créer des choses, réinventer la roue. L'idée, c'était de venir accompagner les acteurs. Et pour accompagner les acteurs, il faut avoir quand même une bonne connaissance du milieu et de leurs besoins pour pouvoir les accompagner. Et cette capacité de mobilisation et de connaissance des deux territoires a été déterminante pour un peu la réussite du projet. Oui, tu vois? Attends, je prends. Ah, ça ne fonctionne plus. OK, donc l'autre élément important, c'est également l'existence d'un document sectoriel de planification. Comme on l'a dit, quand on est venu un peu discuter avec le conseil départemental, eux aussi, ils étaient en recherche de partenaires pour un peu mettre en œuvre le document de planification qu'ils avaient déjà conçu. Donc, pour nous, c'est plutôt venir accompagner. On est ici vraiment dans une démarche d'accompagnement, dans une démarche d'appui. Donc, les besoins sont déjà identifiés, le diagnostic est déjà fait, les problèmes déjà posés. Donc, nous, on vient accompagner la mise en œuvre. Et donc, ça également, c'est extrêmement important pour la pérennité et pour la suite de ces projets. Parce qu'on ne crée rien de nouveau, on vient juste accompagner à mettre en œuvre un projet pratiquement qui était déjà fait parce que les besoins étaient déjà identifiés. Donc, nous, on a juste essayé d'accompagner dans le cadre de ce projet-là. Et puis, le troisième facteur, c'est, comme on l'a dit, l'échange entre les experts. Donc, entre Surtec et aussi les entreprises locales, entre les entreprises locales, mais aussi entre les populations, les gestionnaires du réseau d'eau potable, pour proposer une solution adaptée et qui soit au plus proche des besoins des populations. Comprendre réellement les besoins des populations et ne pas concevoir juste des choses à partir de Lyon,
mais venir comprendre d'abord et puis concevoir quelque chose qui corresponde à leurs besoins, qui correspondent aux contraintes, en tout cas qui permettent de lever les contraintes auxquelles ils étaient confrontés. Donc Patrick est venu, on est parti discuter avec les gens, on est parti discuter dans ces villages-là pour voir la situation, pour discuter avec eux, pour qu'ils comprennent quelle est la situation réellement avant de concevoir un système qui peut, en tout cas, permettre de régler ces problèmes-là. Voilà donc en somme les quelques éléments que je voulais présenter. Je laisse la main à Patrick pour la suite. Merci. Merci Hassan. Donc effectivement, sur les modalités de mise en œuvre du partenariat, la question c'est le puzzle est-il complet? C'est-à-dire qu'en fait, Hassan parlait il y a quelques minutes de la capacité d'Ados à mobiliser les acteurs sur les deux territoires. C'est très important. Donc en fait, il faut savoir quels acteurs mobiliser et arriver à les mobiliser tant au niveau local au Sénégal que en termes de France. Donc la question c'est est-ce qu'on a réussi à mobiliser ces acteurs-là et au nombre de combien sont-ils et quels sont leurs rôles respectifs? Rachel, je veux bien. Ouais. Donc en fait, je vous propose ça sous forme de puzzle. Donc effectivement, comme l'a dit Hassan, Ados est l'ONG qui a été la chef de file sur ce projet. Donc évidemment, rien n'aurait pu se faire sans Ados. Ados s'est présenté, donc vous connaissez un petit peu cette structure. Donc c'était un acteur et bien évidemment central et majeur dans la réalisation de ce projet. On trouve également le conseil départemental de Dagana qui, comme l'a expliqué Hassan également, on est très ancré localement, donc on est sur le nord du Sénégal et étant donné que le CDD, donc le conseil départemental de Dagana, avait établi un PDHA, un plan départemental d'hydraulique et d'assainissement, c'était important de ne pas chercher à vouloir arriver avec des pseudo-connaissances européennes ou françaises, mais s'inspirer des besoins des usagers locaux et d'être sûr que les politiques soient impliquées de manière à ce qu'on ait vraiment une volonté de leur part et une vision très claire de ce qu'ils voulaient faire et de juste les accompagner dans la mise en œuvre de cette politique. Donc ça, c'était très important d'avoir ce conseil départemental. On va trouver également la commune de Bohol, donc c'est la commune dans le département de Dagana qui est concernée par les deux sites, qui sont les deux villages de Raré et Guidahar, qui donc sont localisés au bord du fleuve Sénégal. Raré est même une île sur le fleuve Sénégal, et donc sur la frontière mauritanienne. Donc ça, c'était aussi l'objectif, c'était d'impliquer on va dire les locaux à l'échelle du département, de la commune et des villages, en redescendant en granulométrie, on va dire. Les acteurs également qui nous ont permis déjà de nous rencontrer avec Ados, donc Ados et Surtech, c'est au premier lieu, en premier rang de ces acteurs, il y a Tenardis, le cluster, le pôle de compétitivité. Ingrid expliquera un peu plus en détail tout à l'heure le rôle de Tenardis, mais là en l'occurrence, elle avait monté dans le cadre de Tenardis un club Afrique pour les acteurs qui voulaient intervenir en Afrique. Dans ce club est arrivée la Cité de la Solidarité Internationale avec la plateforme Coexist, qui se présentera également. Et donc, Coexist, c'est une plateforme de mise en relation ONG-entreprise. Surtech a été dans les réunions de co-développement et co-construction de la plateforme à son démarrage. Et donc, on était référencé sur la plateforme, et c'est Ados qui s'est rapproché de Tenardis, qui a mis en lien avec Coexist, et donc ils sont allés sur la plateforme de Coexist pour regarder quels pouvaient être les acteurs qui pourraient les accompagner au niveau expertise, pompage et potabilisation d'eau. Donc c'est comme ça que Ados et Surtech se sont rencontrés. Donc un grand merci à eux pour leur mise en relation. On trouve également sur les acteurs suivants, on va trouver la société Surtech, que je dirige. Donc en deux mots, Surtech, société qui existe depuis 1975 sur la région grenobloise, qui est spécialisée depuis le début sur l'autonomie énergétique, donc avec du photovoltaïque, de l'éolien, des turbines hydroélectriques, on va dire, pardon, et également de la possibilité d'hybrider avec soit du réseau, soit des groupes électrogènes.
qui ne sont pas des énergies renouvelables, mais qui sont très pratiques pour faire du secours par moment. Donc on intervient en France, on intervient un peu de partout dans le monde. Alors on ne fait pas d'installation, mais on est là en tant que designer, concepteur de solutions et on accompagne L'objectif, c'est de trouver des installateurs locaux et de les faire monter en compétences parce que justement, l'objectif, c'est pas de tout piloter depuis la France, mais c'est de faire monter en compétences les acteurs locaux. Donc l'acteur suivant, effectivement, c'est les entreprises locales. Donc en gros, pourquoi? Parce que, comme j'aime à le dire, un projet, un facteur clé de réussite d'un projet, c'est qu'en fait, on utilise des produits de qualité pour que ça soit des produits durables, que ça soit des produits qui soient bien dimensionnés. Donc ça, c'était le rôle de Surtech, c'est le rôle de l'expertise, on va dire, qui vient de l'extérieur potentiellement, mais qui doit se transférer en local. Après, il faut qu'il soit bien installé, donc bien monté. Et donc, pour ce faire, la mise en œuvre est très, très importante. Donc, il faut à la fois que ça soit une mise en œuvre locale, parce que l'objectif, c'est de transférer les compétences en local, mais c'est aussi d'impliquer les entreprises locales pour la bonne et simple raison que, bon, déjà, ça amène du business en local, bien sûr, mais en plus, nous, de la France, on n'a pas forcément les compétences de la connaissance parfaite du terrain et les spécificités du terrain. Donc là, c'est bien de s'appuyer aussi sur eux pour prendre le meilleur des deux entités, on va dire. Et puis également, donc, je disais, produit de qualité, bien dimensionné, bien installé, et surtout après, qui puisse générer un revenu. Donc en fait, aujourd'hui, ça veut dire que concrètement, les utilisateurs en local, ils vont payer l'eau qu'ils vont utiliser de manière à générer un flux de revenus pour faire une cagnotte de maintenance, on va dire, de manière à ce que s'ils doivent racheter du réactif ou changer des joints ou des choses comme ça, ils soient en mesure de le faire, ce qui en général est difficilement le cas. Donc c'est en général là que le bas blesse sur les installations photovoltaïques qui sont installées en Afrique et qui en fait sont laissées à l'abandon une fois qu'elles ont arrêté de fonctionner. Il y a un acteur également qui a été très très important, Hassan l'a cité tout à l'heure, c'est les ASUREP. En fait, il y a les ASUREP et les ASUFOR. ASUFOR, Association des usagers des forages, ASUREP, Association des utilisateurs des réseaux d'eau potable. Là, en l'occurrence, on pompe dans le fleuve Sénégal et on potabilise. Donc, en fait, ce n'est pas un ASUFOR, ce n'est pas un forage, c'est un ASUREP. Mais là, en l'occurrence, on voulait aussi impliquer ces acteurs, parce que c'est des acteurs qui sont très, très importants sur, on va dire, c'est eux qui vont s'occuper justement de cette gouvernance en local pour pouvoir générer ces revenus. On va également trouver les services régionaux d'hydraulique et d'assainissement. Là, on est sur l'échelle un peu plus, on va dire, un peu plus grande en termes géographiques, mais c'était important parce qu'en fait, il y a un dialogue permanent entre le conseil départemental et après les services régionaux, et donc c'était important d'impliquer ces gens-là sur la politique, pas nationale, mais déjà régionale en termes d'hydraulique et d'assainissement pour que on regarde déjà, on ait un peu l'historique de ce qui s'est fait et qu'on puisse capitaliser sur les bonnes pratiques et la réussite de ce projet. Et enfin, les deux derniers acteurs, sans qui rien n'aurait pu se faire également, c'est des partenaires qui sont la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Agence de l'eau, puisqu'en fait, ces gens-là, dans le cadre de la coopération décentralisée, ont été on va dire, les organisateurs d'appels à projets et ils ont permis le financement de ces... donc, ils ont suivi en filigrane tout le projet, ils ont permis de participer au financement et donc que le projet voit le jour. Voilà. Donc j'en ai fini. Ce puzzle est valable pour notre projet. Je pense qu'il peut être transférable sans aucun problème à des projets similaires sur une même zone ou sur des zones différentes au Sénégal ou ailleurs en Afrique. Merci. Je rends la main. Ok. Merci Patrick. Donc nous, quel bilan peut-on faire de cette collaboration ONG, entreprise, collectivité? Déjà, un ancrage de plus en plus marqué sur les deux territoires, en Auvergne-Rhône-Alpes, donc avec les partenaires Coexist, Tenerdis, vers lesquels on n'était jamais allé finalement, avec Surtech, Savvy Innovation, ça c'est pour la deuxième phase, ATO, d'autres partenaires économiques, d'autres entreprises, PSO, Resacop aussi. À Dagana, un élargissement des partenariats sur d'autres programmes de coopération décentralisée, notamment avec la commune d'Espalion et la commune de Nitz à Dagana, mais aussi le syndicat des eaux du Var-Est et la commune de Bocol, toujours à Dagana. Un transfert de compétences techniques vers les acteurs locaux à travers les formations mises en place.
Une solution proposée durable et adaptée au contexte local en termes de réalité de terrain et de disponibilité du matériel, des équipements sur le marché. Ça, c'est fait par la société Surtech. Des perspectives de collaboration au-delà du projet entre Surtech et l'entreprise qui intervient actuellement sur le projet. Et enfin, une meilleure connaissance par Surtech du marché et des acteurs locaux. En termes de perspective, donc, le département de Dagana compte 40 ouvrages hydrauliques, donc 29 unités de potabilisation, 8 forages humains et 3 forages pastoraux. Et là, la perspective principale, c'est développer le mix énergétique dans le développement de Dagana aux côtés du conseil départemental de Dagana, en consolidant et développant le réseau de partenaires en France et au Sénégal, en mettant une équipe dédiée au projet, en tout cas pour Ados, afin d'être au plus proche du terrain pour répondre aux besoins de la population, des collectivités et des acteurs locaux. Et en maintenant le cadre de collaboration ONG, entreprises, collectivités sur le nexus eau-énergie, avec la recherche d'équilibre et de complémentarité entre compétences locales et compétences rhône-alpines. Voilà, merci pour votre attention. Donc, on peut là aujourd'hui répondre à vos questions. C'est un temps d'échange et puis on reste tout à fait disponible au-delà du webinaire pour répondre à vos questions si besoin. Donc, je vais rendre la parole peut-être à Carole. Merci beaucoup Rachel. On va se laisser jusqu'à 10h45 pour les questions-réponses, tout simplement parce que Ingrid du pôle TENER 10 doit intervenir juste après et qu'elle a elle doit partir, elle doit nous laisser à 11h. Donc on va faire au plus vite. Il y aura un deuxième temps de questions-réponses, donc on en prendra des nouvelles si à ce moment, si toutes les n'ont pas pu être traitées. Il y avait déjà des questions qui avaient été formulées dès l'inscription des participants. Je vais vous proposer déjà une question qui avait été formulée à ce moment-là. Et ensuite, pendant ce temps-là, on verra les questions qui arrivent dans le chat. La première question, c'est, vous l'avez déjà commencé à le traiter. Peut-être que vous pouvez rentrer un peu plus dans les détails de comment est-ce que vous vous êtes assuré dans le cadre de ce projet qu'il y ait une bonne maintenance du matériel sur place et qu'il y ait la disponibilité des pièces à changer aussi. Ces aspects-là de pérennité du fonctionnement du matériel. Hassan, tu veux que je réponde? Oui, vas-y, après je complète. Ok. Oui, donc effectivement, comme tu l'as dit, Carole, on a, je pense, abordé, enfin j'espère que vous l'avez perçu, on a abordé ce point-là dans la présentation. C'était pour nous très très important, comme je parlais pas du triptyque, mais du triptyque à 4 pieds. Pour réussir le projet, c'était produit de qualité, bien installé, enfin bien dimensionné, bien installé, et surtout après avec une gestion d'un flux pour la gouvernance, sur la gouvernance pour pouvoir dégager des revenus de maintenance. Là, c'est important. Donc, il y avait à la fois pour moi la notion de transfert de compétences. C'est-à-dire que moi, concrètement, je suis parti là-bas avec 2 casquettes. Une première casquette, comme disait Hassan, qui était en fait d'auditer les sites et de regarder, de discuter avec les populations locales et les Azurets pour voir un petit peu quels étaient les besoins et qu'est-ce qui avait été fait, ce qui marchait pas et quels étaient leurs besoins réels pour faire un bon dimensionnement. Mais après, c'était aussi d'auditer un certain nombre d'entreprises en local, d'entreprises sénégalaises et encore plus locales sur la région de Saint-Louis, de manière à ce qu'on fasse intervenir des gens en local pour l'installation, parce qu'ils connaissent très bien le terrain en étant en local. Et en plus, on sait tous, par expérience, ceux qui ont travaillé sur le terrain, que sur des sites isolés comme ça, on a forcément besoin de revenir de temps en temps, au moins au début pour faire des re-réglages. Et donc, si on doit déplacer une entreprise depuis la France, ça ne sert à rien. Donc là, en l'occurrence, l'objectif, c'était d'identifier des acteurs en locaux qui soient des vrais relais pour qu'en fait, on les fasse monter en compétence le cas échéant, parce qu'on a trouvé notamment un partenaire qui est expert sur le pompage solaire, mais par contre, un peu moins sur l'autonomie énergétique. L'objectif, c'est de le faire monter en compétence pour qu'il puisse intervenir et qu'on puisse voir avec lui et avec les Azurep sur la notion de maintenance et de maintenance préventive et curative.
Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a une autre question dans le chat, je me permets de la verbaliser, on n'a pas énormément de temps. C'est celle d'un représentant de l'association SEV qui, en fait, nous demande s'il y a eu une implication financière des entreprises locales ou des entreprises en général, mais je pense sur les coûts d'investissement. Alors déjà, moi, je me permets quand même de repréciser quelque chose. Vous allez compléter, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Mais généralement, dans le cadre de ces appels à projets, il y a des coûts d'investissement qui vont être pris en charge par les bailleurs qui ont été cités, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes et comme l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et souvent, ce qu'on va faire porter au local pour la pérennité, c'est les coûts de fonctionnement du service d'eau potable. Donc, je pense que c'est ça, la participation locale qui a pu être celle de votre projet. Est-ce qu'il y en a d'autres? Hassan, je te laisse la main là-dessus. Oui, Rachel. Ok, donc, ton micro est coupé, Hassan. Voilà, donc comme Carole l'a dit, il y a cette participation des populations qui vont payer le coût du service. Mais dans le plan de financement également, la collectivité a participé. Donc, pour les investissements, la commune a participé, mais également le conseil départemental de Dagana. Donc, on participé au plan de financement du projet. Maintenant, les entreprises locales, c'est des entreprises qui vont intervenir, eux, sur la base d'un appel d'offres que nous avons lancé et pour faire les réalisations. Mais pour le financement du projet en soi, c'est les collectivités, notamment le conseil départemental de Dagana, la commune de Bokol, et puis les populations en payant le coût de l'eau qui va être fixé après. Voilà à peu près comment ça se passe. Merci beaucoup, Hassan. Je me permets de donner une nouvelle question qui a été également émise pendant les inscriptions. Il y avait une personne qui demandait si ce n'était pas en fait trop compliqué de combiner à la fois des compétences eau et électricité. Est-ce que vous avez eu cette difficulté et comment est-ce que vous y avez fait face? Patrick? Ok, je vais reprendre la main. Je vais vous faire la même réponse que l'autre jour. Il suffit de se rapprocher de gens qui sont bons en électricité et de gens qui sont bons en eau, en pompage et en potabilisation. Non, petite plaisanterie mise à part. Effectivement, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de sociétés, si on parle de sociétés de compétences, de sociétés qui sont pertinentes en autonomie énergétique et de sociétés qui sont pertinentes en pompage solaire ou en potabilisation ou en réseau d'eau ou en assainissement. C'est difficile de trouver des compétences qui soient un peu mixées comme ça. On trouve des sociétés, sur Tech on est la preuve, même si on n'adresse pas tout le spectre, parce qu'en fait, par exemple, typiquement, tout ce qui concerne l'assainissement au sens latrine, par exemple, on ne va pas s'occuper de ce genre de choses, ou de l'extension de réseau, on n'est pas spécialiste là-dedans non plus. On est vraiment sur la partie, nous, autonomie énergétique, pompage solaire en direct au fil du soleil, comme expliquait Anna, ou sur batterie, ou sur groupe électrogène avec de l'hybridation, et également de la potabilisation d'eau. Donc après, effectivement, c'est important d'avoir les compétences dans le spectre du projet, dans les acteurs. Donc soit effectivement, on arrive à trouver une société qui est capable de maîtriser ces différents aspects, soit sinon, il faut prendre plusieurs acteurs, plusieurs experts qui vont dialoguer entre eux pour mener au mieux le projet. Mais il n'y a pas d'antinomie, on va dire, entre la partie énergétique et la partie eau. C'est juste deux parties séparées. Donc, si on n'arrive pas à trouver un acteur qui a les deux compétences dans son panel de compétences, on peut aller chercher deux acteurs, quoi. Pas de souci. Et après, en local, l'objectif, ce que je disais, c'est de faire monter aussi les compétences, les gens en compétences là-dessus. Donc là, typiquement, le partenaire qu'on a retenu pour la première tranche du projet, comme je le disais, il est expert en pompage solaire, mais pas expert en autonomie énergétique. On va le faire monter en compétences là-dessus pour que, en fait, nous, on soit rassurés parce qu'on a un acteur local qui va devenir compétent dans le domaine, donc qui pourra intervenir. Et en plus, lui, ça lui amène de nouveaux marchés parce que ça lui ouvre de nouvelles perspectives, quoi. Merci beaucoup.
Je vois qu'il y a Monsieur Lepivin qui voulait repréciser sa question. Je me dis qu'on va pouvoir peut-être vous laisser la repréciser à l'oral et que ça sera la dernière question qu'on prendra afin de passer la parole juste après à Ingrid du pôle Ténerdis. Monsieur Lepivin, si vous voulez repréciser à l'oral votre question, on vous écoute. Il faut que vous activiez votre micro. Oui, grand merci de me donner la parole et félicitations pour tout ce travail d'implication, effectivement sur le plan technique. Donc l'idée simplement sur laquelle on travaille beaucoup chez SEV, c'est d'aller plus loin en disant très bien, vous renforcez les compétences des entreprises locales, ça c'est très très bien. Mais l'expérience montre que souvent, l'exploitation pose problème dans le temps, hein, dans 3, 4 ans, 5 ans, peut-être 10 ans, hein, pour des raisons de gestion financière. Et donc, l'idée qu'on met en œuvre, alors pas encore au Sénégal, malheureusement, mais qu'on met en œuvre au Niger, au Tchad, c'est de dire, ces entreprises-là que vous accompagnez, que vous formez, on leur propose de participer à l'investissement. En général, c'est pour le groupe électrogène ou les panneaux solaires ou tout ce qui est pompage, enfin tout ce qui tombe en panne. Et ensuite, on lui confie l'exploitation dans un contrat d'affermage, hein, dans une délégation de service. Voilà, c'était un peu une suggestion peut-être pour aller plus loin, hein, et ça fait vraiment, vraiment la différence. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous invite à regarder éventuellement. On peut rentrer en contact si ça vous intéresse, mais ça fait vraiment, vraiment la différence. On a des exemples au Niger où depuis plus de 10 ans, même 15 ans, les systèmes sont renouvelés, etc. Et même chose au Tchad, dans une moindre mesure. Voilà. Merci de m'avoir passé la parole. Merci beaucoup pour votre remarque. Je ne sais pas si vous souhaitez rebondir. Merci. En fait, il y a aussi à prendre en compte, moi ce que ça me suscite comme réaction, c'est qu'il faut aussi prendre en compte le cadre législatif de chaque pays et que parfois, en fait, les zones sont déjà attribuées à des entreprises exploitatrices, en fait, par le cadre juridique et légal du pays. Et il me semble que c'est le cas au Sénégal. Si je ne me trompe pas. Non. Très bien. Et merci en tout cas. Effectivement, c'est le cas. Donc. Très bien, merci Hassan. Donc effectivement, il y a moins de marge de manœuvre pour pouvoir mettre en place ce que vous avez évoqué, mais en tout cas, c'est un partage d'expérience intéressant d'une manière générale pour nous. Je vais passer maintenant, merci en tout cas d'avoir répondu. Il y aura d'autres questions-réponses à la suite, donc on pourra revenir s'il y a besoin. Je vais passer maintenant la parole à Ingrid qui va nous présenter le projet EWEN dans le cadre… Bon, je te laisse parler Ingrid, vas-y. Oui, bonjour, merci Carole. Donc très brièvement, avant de parler d'EWEN, moi je suis Ingrid Milsan, responsable du développement international pour le pôle de compétitivité Ténerdis. On est le pôle de la transition énergétique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, basé à Grenoble. Et effectivement, donc on est plutôt focalisé sur les thématiques de l'énergie. Mais nous avons, dans le cadre d'un projet européen, que nous avons remporté et que je vais vous présenter, une action qui concilie justement les secteurs de l'eau et de l'énergie. Et je trouvais ça du coup tout à fait intéressant de vous partager quelques informations sur ce projet. Donc le nom du projet, c'est EWEN, comme Africa Europe Water and Energy Network. C'est un projet qui va durer 2 ans et demi, qui a déjà démarré depuis un peu plus d'1 an. Et qui est conduit par 4 structures un peu comme nous, des clusters en Espagne, en Italie, en Belgique et en France. Notre but, c'est de créer un réseau d'acteurs dans les secteurs de l'eau et de l'énergie
pour aider à bâtir davantage de collaboration entre les PME européennes et les acteurs de la Tunisie, du Maroc et du Sénégal sur ces thématiques-là. Et donc ce réseau, on l'appelle le réseau EWEN, que je vous ai déjà présenté. Donc pour ce faire, on a déjà établi un certain nombre de partenariats avec des structures locales spécialisées dans l'eau ou l'énergie dans les 3 pays que je vous ai cités. Donc vous avez quelques logos qui sont repris ici. On a déjà organisé des activités en ligne, type webinaire et autres. Et à l'heure où je vous parle, il y a une mission qui est en cours au Maroc, à laquelle participent une quinzaine de PME européennes avec tout un programme de rencontres d'acteurs des secteurs de l'eau et de l'énergie au Maroc. On a également développé un catalogue d'entreprises membres du réseau. Donc ce catalogue est en ligne sur le site web du projet qui sera partagé dans la dernière diapo. Et le réseau, surtout, ce qui est important à souligner, c'est que c'est un réseau qui est ouvert à d'autres acteurs qui voudraient venir le rejoindre. Donc vraiment, ne pas hésiter à vous manifester si une participation à ce réseau qui est gratuite puisque projet financé par l'Europe vous intéresse. Un petit aperçu de l'agenda de 2023, donc l'année prochaine. Ça va être une année très dense pour ce projet, avec une mission au Sénégal dont la date n'est pas encore arrêtée, mais qui se calera certainement entre mars et mai. Une mission en Tunisie plutôt en juin et une mission dans un autre pays, un 4e pays qui n'a pas encore été arrêté à l'automne. Et puis un certain nombre d'activités qu'on appelle les Capacity Building Webinars qui s'échelonneront aussi tout au long de l'année, qui seront ouverts à tous. Donc voilà, pour plus d'informations, je vous invite à regarder le site internet du projet, nous suivre sur LinkedIn, le projet EWEN, et voilà, ne pas hésiter à me contacter si vous avez des questions. Et ensuite, j'ai souhaité effectivement donner la parole sur cette thématique du pompage solaire à un des acteurs de Tenerdis, qui est l'INES Plateforme Formation. Donc, je vais céder la parole à Donia Marzougi. Oui, bonjour tout le monde. Donc, merci Tenerdis pour l'introduction. Moi, je suis Donia Marzougi, je suis la responsable des opérations à l'INES Formation et Évaluation. Donc, je vais vous présenter rapidement les avantages et les enjeux. Je vais partager déjà la présentation. Les avantages et les enjeux du pompage solaire et vous dire après, l'INES, elle intervient où en tout cas et sur quelles activités sur le sujet du pompage. Donc les systèmes solaires, le système de pompage, c'est un système, c'est un formidable outil de développement économique et social que l'on adresse à des zones rurales sans accès à l'électricité ou aussi des zones urbaines dans une optique, par exemple, d'économie d'énergie. Le binôme énergie-eau a donné puissance au développement du pompage, ainsi que certaines inquiétudes pour des prélèvements excessifs d'eau. Il est clairement un vrai symbole ou le symbole du développement et des défis socio-économiques. Le pompage, donc la solution du pompage solaire permet de s'impliquer dans la vie de la communauté concernée. Un projet de pompage vise avant tout une amélioration de la qualité de vie via différents enjeux de société qui sont très considérables. On peut citer par exemple la sécurité et le déplacement de tous les usagers, en améliorant l'accessibilité à l'eau. Une meilleure perception du cadre de vie et la valorisation des espaces publics, et aussi l'accès à l'information et le renforcement des liens sociaux, par exemple quand il s'agit de pomper de l'eau proche d'un village ou d'un marché ou d'un commerce.
diverses applications sont derrière le pompage solaire, dont l'irrigation, qui est quand même une application très, on va dire très commune aujourd'hui. Le solaire, l'option solaire dans la production de l'eau présente divers avantages. Notamment la facilité et la rapidité de la mise en œuvre de la solution, les coûts d'entretien qui sont quand même assez réduits, une meilleure disponibilité du service si les réseaux sont alimentés de manière assez discontinue, une meilleure flexibilité des infrastructures et la solution, elle présente quand même une solution écologique qui utilise des énergies renouvelables pour rendre accessibles des ressources nécessaires pour la vie au quotidien. La formation et la montée en compétences est bien évidemment essentielle sur le sujet pour mettre en place les compétences nécessaires pour un fonctionnement durable des équipements. Donc, il faut former à la gestion concentrée sur l'intégrité du système et qui pourra superviser dans le temps la continuité de ces formations et la compétence des personnes formées. Il faut former aussi à la sensibilisation basée sur les bons usages et former aussi et accompagner les installateurs locaux et bien évidemment former les formateurs pour assurer justement la pérennité de la formation assurée et la compétence dont on a besoin pour mettre en place ce type de système. Donc, nous, l'INES, dans notre catalogue de formation, on propose une formation sur 1 jour sur le pompage solaire pour les professionnels de la filière, pour les associations aussi qui veulent œuvrer dans l'électrification. Donc, c'est une formation sur 1 jour, courte certes, mais à la fin de la formation, on a quand même le bagage nécessaire pour mettre en œuvre la solution du pompage. Nous avons contribué dans le passé, je pense, entre 2018 et 2019 à l'élaboration d'un dispositif de formation, donc d'un label qui s'appelle TACAPRO au Maroc. C'est un label qui certifie les compétences des installateurs au Maroc. On avait travaillé sur 3 labels. Donc, label TACAPRO PV, petite installation, PV moyenne installation, et le PV pompage solaire. C'est un label, c'est une formation sur 1 jour et ça permet de certifier les compétences des installateurs pour mettre en œuvre, pour développer et mettre en œuvre du pompage solaire dans le pays. C'est un label qui est porté par le cluster solaire marocain et l'agence de la maîtrise, l'agence marocaine de l'efficacité énergétique. Donc, c'est un label qui existe toujours, hein, donc allez voir sur le site TACAPRO. Et c'est un label qui vit en tout cas depuis 2018. Nous travaillons, donc on a un projet qui est toujours en cours au Sénégal pour développer un centre rural de ressources dans la région de Bignona. Pour faire de ce centre un centre autogéré dynamique à Bignona. Et un référentiel solaire décentralisé pour la réplication du concept à l'international. Donc, on va travailler sur la construction de différents outils, type maquette pédagogique, outils de mesure en laboratoire et en site isolé. On va travailler aussi sur le guide de référencement pour le montage d'un centre de ressources solaires. Donc, on travaille sur la gouvernance, les cahiers des charges, les bonnes pratiques de fonctionnement. La formation aussi des différents experts solaires en pédagogie, en montage technique. Et donc, dans tout ça, dans toutes ces maquettes et tout ce qu'on va construire dans ce centre-là, on va mettre en place une maquette. Donc, on va développer une maquette de pompage solaire qui sera développée et mise en place dans le centre pour un objectif purement pédagogique qui consiste à montrer le fonctionnement d'une pompe solaire.
Et dans le passé aussi, dans le cadre de l'Alliance solaire internationale, bon, c'est un travail qui est toujours en cours, qui n'est toujours pas publié. On a travaillé dans le cadre de l'Alliance solaire internationale sur un guide pratique. Et ce guide pratique, il a été fait dans le cadre d'un groupe de travail qui a réuni certains acteurs clés dans la filière du solaire pour travailler sur un guide où on trouve différentes informations relatives au pompage solaire, donc des recommandations pratiques type les informations utiles pour la conception, pour l'installation, pour la maintenance. Des recommandations aussi pour la formation et la montée en compétences sur le sujet. Donc, c'est un travail qui a été commencé en 2019-2020 et aujourd'hui, ce travail, en tout cas, il n'est pas encore publié aujourd'hui. Donc voilà, on va essayer de continuer à travailler dessus dans le cadre d'une deuxième phase peut-être de l'Alliance solaire internationale. Mais en tout cas, tout ça, c'est pour vous dire que le sujet, en tout cas aujourd'hui, c'est un sujet très intéressant et d'actualité dans les pays, en tout cas, dans lesquels nous, aujourd'hui, on travaille, notamment dans les pays d'Afrique. Et voilà, merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui, Ingrid, tu es encore là. Je te passe tout de suite une question qui t'est directement adressée, Ingrid, pour te libérer et que tu puisses aller à ton autre rendez-vous juste après. Il y a une personne qui demande pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler sur ces 3 pays dans le cadre du projet EWEN. Alors, c'est simple, on a fait une analyse de différents pays d'Afrique et on a réfléchi à plusieurs critères. D'une part, les objectifs que s'étaient fixés ces pays-là en termes de pénétration des énergies renouvelables et de potabilisation aussi. Donc, l'importance de ces 2 enjeux dans le pays. La facilité aussi de conduite des affaires dans les pays en question. On sait que tous les pays d'Afrique ne sont pas égaux sur ce critère-là. Et ensuite, on a croisé ça avec les contacts qui préexistaient au sein des 4 clusters partenaires. Et donc, le top 3 a été celui des 3 pays que j'ai cités, Tunisie, Maroc et Sénégal. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on a eu aussi des questions sur comment intégrer le réseau, mais tu y as répondu directement dans le chat en donnant ton adresse mail. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, exactement. Merci en tout cas, Ingrid. Je sais que tu dois bientôt nous laisser, donc merci beaucoup. Maintenant. Merci. On a eu, depuis le début de ce webinaire, on a beaucoup de débats, de questions autour de la durée de vie des panneaux solaires. Alors, on a eu quelques débuts de réponses dans le chat, mais je pense que ça pourrait être intéressant de les avoir aussi à l'oral. Donc, je me disais que peut-être Patrick, tu pourrais répondre, que peut-être Donia aussi, tu avais un avis sur la question. Donc, je vous laisse prendre la parole sur ces questions de durée de vie des équipements. Donia, je te laisse attaquer. Non, je t'en prie. Ok, ça marche. Alors, ce qu'on peut en dire, nous, on est spécialiste autonomie énergétique, donc on travaille depuis 1975 sur les panneaux solaires. Donc, ça veut dire que déjà, en fait, un panneau solaire, normalement, c'est un abus de langage. On devrait dire un module photovoltaïque, pour information, parce que panneau solaire, ça peut se rapprocher du thermique, qui n'a absolument rien à voir au niveau technologie. Aujourd'hui, on a beaucoup de recul sur les panneaux. Les premiers panneaux fabriqués par Photowatt en 1979 ont été implantés, par exemple, sur le refuge des Évêques en France. Ils tournent encore avec beaucoup moins de rendement, mais après 40 ans. Donc aujourd'hui, dire qu'un panneau solaire, c'est foutu au bout de 20 ans, c'est abusif. Aujourd'hui, les garanties proposées par les constructeurs de panneaux sont en fait des garanties de fabrication sur un vice de fabrication pour le panneau, et après sur des garanties de puissance au niveau productible. Donc sur les garanties aujourd'hui, on est sur des panneaux, ce qu'on appelle verre-Tedlar, qui est l'immense majorité des panneaux que vous pouvez trouver, c'est-à-dire que c'est une couche de verre, des cellules et un espèce de plastique blanc derrière. Ça, c'est l'immense majorité du marché. Vous avez des garanties produits entre 12 à 15 ans.
Et sur des panneaux biverres qui sont encore plus solides, donc avec du verre, des cellules et une deuxième couche de verre derrière, donc une double vitre, là, on est sur des garanties de 25, 30, voire 40 ans. Le fabricant SunPower, par exemple, garantit ses panneaux 40 ans aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ça, c'est une garantie avec une baisse de puissance, donc une puissance minimum au bout d'un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on est sur une décroissance, en gros, on atteint des rendements de 85,8% garantie de la puissance initiale au bout de 30 ans. Donc, en gros, ça fait l'immense majorité des panneaux aujourd'hui sont garantis avec une décroissance maximum de 0,55% par an. Donc, on est sur des durées de vie qui sont très, très longues. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux compléter, Donia? Oui, enfin, je pense que Patrick l'a très bien répondu. En fait, la durée de vie d'un module photovoltaïque qui est définie, enfin, qui est pour la plupart des personnes et de 20 ans, c'est une durée quand même c'est une durée de vie, si j'ose dire, commerciale. C'est une durée de vie, on va dire, de vente, pour vendre. Mais un panneau solaire, s'il n'a pas de problème, au bout de 20 ans, il peut continuer à produire, à produire normalement. Donc, une durée de vie, 20 ans, c'est une durée, on va dire, commerciale, mais un panneau solaire, il peut vivre autant qu'il peut. Merci beaucoup. Anna, est-ce que je peux te laisser compléter parce que je pense que ta remarque que tu as inscrite dans le chat était pertinente. Ça va aussi dépendre de l'entretien qu'on fait. Oui, tout à fait. En fait, moi, je voulais répondre. Enfin, bon, c'est vrai que ça peut paraître logique, mais j'ai tenu quand même à les dire parce que je trouve que c'est important. En fait, nous, on a trouvé, notamment par exemple au Sénégal, beaucoup de problèmes liés, par exemple, à l'installation qui n'est pas faite correctement. Donc, en fait, là-dessus, c'est quand même important, par exemple, d'avoir un contrôle de cette installation. Donc, veiller, dans la mesure du possible, à travailler avec un fournisseur qui viendra faire l'installation, mais derrière, faire une contrôle comme quoi l'installation a été bien faite. Il faut aussi, et ça, on a aussi du mal parce que la plupart du temps, effectivement, c'est des villages qui sont assez isolés. Mais faire venir un technicien périodiquement pour faire les contrôles de ce système, c'est qui permet du coup de corriger certains défauts, des câblages, des connectiques, et du coup qui peuvent aussi impliquer des problèmes de rendement. Voilà, donc nettoyer les panneaux, ça peut paraître une évidence, mais moi j'ai déjà vu au Sénégal des gens qui font sécher leur linge sur les panneaux solaires, par exemple. Donc en fait, c'est vraiment important d'insister sur ce point-là. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on trouve du très bon matériel sur place, peu importe où on est. Par contre, il y a vraiment cette notion de gestion correcte et que les populations ils arrivent à comprendre en fait l'enjeu de nettoyer et de travailler correctement avec ces panneaux solaires. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Merci beaucoup Anna pour avoir complété. On a eu une question dans le chat du cluster O qui demandait si le diagnostic avait été également financé dans le cadre du projet porté par Ados et Surtech. Patrick, tu as déjà répondu en grande partie dans le chat, mais je me disais que ça valait quand même le coup de compléter sur le fait qu'il existait un document qui avait été élaboré par le département du Diagana, si je ne me trompe pas. Hassan, tu me dis. Et c'est ça qui vous a servi aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Rachel. Non, mais vas-y. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en effet. Vas-y, je te laisse la parole. Oui, effectivement, Carole, en fait, le projet, il est basé sur le diagnostic établi par le conseil départemental en termes de besoins des populations. Maintenant, le diagnostic des installations, c'est-à-dire que Patrick est venu faire le diagnostic des techniques des installations. C'est-à-dire qu'on a fait l'état des lieux, on a vu les difficultés. Maintenant, pour apporter des solutions techniques, Patrick était venu pour faire ce diagnostic. Mais l'état des lieux, le diagnostic pour proposer le projet a été fait dans le cadre du PDHR. C'est déjà disponible. Merci Hassan. Je vais te laisser garder la parole. On a une autre question sur l'appropriation du projet par la commune. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, comme on l'a dit, ce projet a été élaboré avec le conseil départemental et la commune de Bokol. La commune également est partie prenante de ce projet-là et même, disons, dans le suivi de la gouvernance, parce que la commune également suit un peu la gestion à travers la l'AGUREC. Et donc, c'est en fait un projet porté à la fois par le conseil départemental de Dagana, mais également par la commune de Bokol.
Si je peux juste... Il y a une commission eau et assainissement qui suit donc la mise en œuvre du projet. Si je peux juste compléter d'une phrase ce que vient de dire Hassan, c'est qu'en fait, pour montrer également l'implication dès le début, le démarrage du projet, lorsque moi je suis allé sur site pour dialoguer justement avec les usagers et les Azurep, etc., le maire de Bohol en personne nous attendait et il a passé toute la journée avec nous sur les visites de site et, pour discuter avec les responsables de forage, les responsables, en l'occurrence là, du pompage dans le fleuve, voir ce qui marchait pas, de quoi ils avaient besoin. Donc, il était très impliqué. On a passé toute la journée avec lui. Donc, c'était pas juste une participation, on va dire, de principe, mais en fait, il était avec nous toute la journée, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très appréciable et on voyait bien qu'il était très impliqué et on va dire en connexion déjà avec tous les acteurs locaux, quoi. Merci beaucoup pour vos réponses et puis merci pour cette question qui souligne l'importance de travailler en lien étroit avec les collectivités territoriales sur place. Je vais passer la parole pour une question à Gaëtan Delgado, qui nous a fait une question dans le chat, s'il veut bien la formuler à l'oral. Oui, bonjour à vous tous. Ben, déjà, merci pour la richesse des informations partagées. Ma question, elle était un petit peu plus technique. C'était savoir si on a un retour d'expérience sur la durabilité des contrôleurs, qui reste quand même une pièce assez coûteuse dans le dispositif. On a parlé des panneaux, mais je voulais savoir au niveau des contrôleurs, voilà, si on avait un retour d'expérience justement pour le business plan derrière et l'amortissement des investissements. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Et de la même façon, peut-être Donia, Patrick. Ah, tu as ton micro coupé, Patrick. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais effectivement, je pense que je peux répondre aussi sur cette question. Aujourd'hui, effectivement, le maillon faible dans une installation, c'est que ça soit une installation photovoltaïque, on va dire classique, ou que ça soit du pompage solaire, c'est l'électronique. Donc, en l'occurrence, ça va être le maillon faible, ça va être le contrôleur. Que ça soit Grundfos ou Lorentz, deux grosses marques, parce qu'on a cité aussi tout à l'heure, Donia a cité Shurflow, qui est effectivement aussi une marque connue, une marque américaine, mais qui fait des pompes un peu plus petites. Si on a besoin de pompes un peu conséquentes en inox, en général, c'est Grundfos ou Lorentz qui sont les deux gros acteurs du marché. C'est des gens qui sont spécialisés là-dedans, donc ça veut dire qu'ils ont fait du design au niveau de l'étanchéité des onduleurs pour qu'en fait ils puissent être exposés à la pluie, ils peuvent être exposés en plein soleil, ils puissent être exposés à la poussière, et donc ça veut dire qu'ils ont travaillé vraiment sur les durées de vie et puis la conception des composants. Donc aujourd'hui, on peut comparer ça à des onduleurs réseau traditionnels, ce qu'on appelle les onduleurs photovoltaïques, où en fait on a des garanties qui sont de 5 ans, on peut les étendre à 10, voire à 20 ans, moyennant en finance, mais en général, on table, pour revenir à la question sur le calcul de la rentabilité du ROI, on peut tabler sur un remplacement des onduleurs avec des contrôleurs au bout d'une dizaine d'années. Merci beaucoup. Merci. Donia, il y a quelqu'un qui demande ton contact dans le chat. Si tu veux lui donner, peut-être que vous pourrez poursuivre les échanges ensemble. Oui, bien sûr, je vais le mettre. Pas de souci. Et je suis désolée, on va prendre une dernière question parce que le timing, l'heure avance et il faut qu'on passe à la suite. Donc, je vais citer la question suivante. La commune, la commune du coup au Sénégal, est-ce qu'elle a bénéficié d'un régime dérogatoire pour exploiter et gérer l'eau potable sur le territoire? Oui, oui, en fait, l'État est en train de mettre une nouvelle réforme au niveau de l'hydraulique rurale au Sénégal de façon générale, mais cette réforme n'est pas encore aboutie. Donc, il y a des zones où aujourd'hui les unités de potabilisation ou forages sont sous délégation avec des fermiers, mais dans la commune de Bohol, ce n'est pas encore le cas. Donc, pour le moment, c'est une gestion communautaire au niveau de la commune de Bohol, mais certainement, dans les années à venir, on va aller vers donc une couverture totale du territoire à travers cette nouvelle réforme. L'État a créé ce qu'on appelle
l'OFOR, Office des forages ruraux, qui est la société de patrimoine de l'ensemble des forages au niveau rural, et des sociétés maintenant de gestion vont être mises en place pour gérer un peu l'eau potable en milieu rural. Mais pour la commune de Bokhol, pour le moment, les unités de potabilisation ne sont pas encore dans ce cadre. Donc, c'est sous gestion communautaire. Très bien, c'est clair. Merci beaucoup, Hassan. Merci en tout cas pour toutes vos questions. De toutes les manières, on vous diffusera aussi les mails des intervenants si vous voulez reprendre contact avec eux ultérieurement pour poursuivre les échanges. Et maintenant, je vais passer la parole à Iris qui va nous parler des clés de la réussite de partenariat ONG-entreprise. Bonjour, merci Carole. Du coup, Carole, tu fais défiler les slides ou tu veux que je reprenne la main sur la présentation? Je pense que c'est peut-être plus simple si tu reprends la main. Ok, très bien. Très mitigée sur le partage d'écran depuis le début. Alors, j'y vais. Je vous demande un instant. Hop. Est-ce que ça fonctionne? On voit ta présentation, mais en petit. En petit, alors voilà, c'est bon. Tout bon? Parfait. Ben, merci à tous pour votre présence et puis pour les présentations précédentes. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps, notamment parce qu'il y a eu déjà le témoignage d'Ados et Surtech et les acteurs de terrain sont les mieux placés pour parler. Je les remercie grandement de leur intervention. Mais voilà, l'idée, c'est de vous donner un peu des petites clés, étant donné que le contexte c'est quand même de ce webinaire, c'est dans le cadre de l'appel à projet nouvelle coalition d'acteurs, donc qui nécessite de répondre en consortium, de donner des petites clés de succès pour un partenariat opérationnel entre ONG et entreprises. Donc, on peut partir sur deux grandes catégories de conseils. Le premier, c'est bien sûr partir sur des bases solides. Alors, je vais dire des choses qui peuvent paraître des généralités, mais souvent, les échecs de partenariat sont dus à en fait de manque de temps de poser le cadre et de poser des bases solides. Comme dans tout projet, c'est vraiment fondamental. Donc, qu'est-ce qu'on entend pour partir sur des bases solides? Déjà, avoir un portage stratégique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une implication et un soutien des directions des deux organisations pour que ce partenariat puisse fonctionner. Il faut également avoir un cadrage initial à la fois clair et à la fois équilibré. Alors, qu'est-ce que j'entends derrière ces mots? Clair, il faut qu'on ait pris le temps de formaliser à la fois les objectifs, mais aussi le budget, quels sont les coûts, quels sont les profits et comment ils vont être répartis éventuellement, le planning, les ressources allouées, et avec une bonne compréhension des objectifs et enjeux réciproques des deux partenaires. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis équilibré dans le sens où il faut qu'il y ait un partage à la fois des risques et des responsabilités au sein du partenariat. Et donc ça, il faut en parler, il faut l'identifier dès le départ et il faut investir mutuellement des ressources pour que ça fonctionne bien. Très souvent, on a des structures qui sont frustrées parce que le partenaire n'avance pas au rythme qu'il souhaite ou parce qu'elles ont mis beaucoup d'énergie et c'est pas le cas de l'autre côté. C'est vrai que c'est important du coup que ce soit dit dès le départ quel est le temps qu'on peut allouer et les ressources qu'on peut allouer pour le projet. Ensuite, une fois que les bases solides sont en place, y a la routine de collaboration, ce qu'on peut appeler. Et là, on est encore sur des choses simples, mais qui peuvent être évidentes, mais qu'il ne faut pas outrepasser. C'est essentiel d'être transparent et de bien communiquer à toutes les étapes du projet. Donc, il faut être en capacité de respecter les attentes et les limites de son partenaire et communiquer sur les éventuels problèmes rencontrés, les erreurs qui ont pu être commises, parce que dans un partenariat, on a affaire à des humains. Et donc, voilà, plutôt que voilà, la transparence et la communication sont vraiment clés. C'est aussi très important d'avoir un interlocuteur dédié et c'est vrai que ça peut parfois poser problème dans le cadre de partenariat.
où on peut avoir des problématiques de turnover ou ces choses-là qui sont pénalisantes pour un partenariat. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir un ou plusieurs référents projets au sein de chaque organisation pour s'assurer, en plus du soutien de la direction, qu'il y a au niveau opérationnel quelqu'un qui connaît le projet et qui est là pour le faire avancer en interne. Et puis enfin, on a aussi la nécessité d'avoir une démarche d'évaluation continue, ce qui est vrai pour tout projet, mais là, ça permet de s'assurer de l'atteinte des objectifs de chacune des parties prenantes, donc à la fois l'ONG, l'entreprise, et puis bien sûr les bénéficiaires, donc un tableau de bord à plusieurs entrées. C'est propice aussi à la pérennisation, hein, parce qu'on apprend à rectifier le tir aussi en suivant les objectifs poursuivis et leur non-atteinte éventuelle. Et puis, il faut aussi penser à avoir des étapes intermédiaires parce que ça permet de voir comment la collaboration fonctionne, de voir si effectivement le mécanisme mis en place est pertinent, donne les résultats souhaités, ou s'il y a besoin de réajuster, voir si le partenariat est finalement non pertinent ou en tout cas ne fonctionne pas. Voilà, il faut aussi être en capacité de le stopper suffisamment tôt dans le processus. Et puis, je crois que ce qui ressort beaucoup des témoignages d'ONG entreprises qui travaillent en collaboration, c'est qu'il faut être patient parce que c'est des partenariats qui se construisent sur la durée, qui prennent du temps. On n'est pas sur des petits partenariats. Hein. Quand on est sur du partenariat opérationnel, voilà, vous l'avez vu, c'est des projets complexes hein, avec plein de parties prenantes, des projets au long cours, comme au même titre que celui de Dados et Surtech. Et puis, c'est la confiance. Et ça, ça se construit aussi avec le temps et avec une bonne transparence et communication tout au fil des étapes. Voilà, je vais pas monopoliser plus la parole. Si vous avez envie d'en savoir plus, il ne faut pas hésiter à me contacter, à aller naviguer sur Coexist, qui est donc une plateforme avec plein de ressources à ce sujet, puisqu'on se focalise vraiment sur la sensibilisation et la mise en relation sur le sujet des partenariats de co-construction. Et vous avez notamment des replays et des petites synthèses des anciens webinaires où il y a des témoignages de partenariats ONG entreprises. Voilà, je vous remercie. Et puis, du coup, je laisse la parole à Carole pour la... Merci beaucoup, Iris, pour cet éclairage. On va passer maintenant à la présentation de l'appel à projet. Mais je vais quand même contextualiser un petit peu. Il s'affiche déjà, c'est génial. En fait, l'appel à projet, il est porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse ainsi que l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui ne sont malheureusement pas représentées aujourd'hui. Donc, on ne pourra pas prendre de questions. On va faire une présentation assez synthétique. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions dans le chat. On les fera remonter à la personne en charge de cet appel à projet à la région Auvergne-Rhône-Alpes et on va aussi vous communiquer les contacts des personnes que vous pouvez contacter au sein de la région pour avoir plus d'informations. Sur ce, Isabelle, je te passe la parole. Oui, alors effectivement, un exercice difficile de présenter à la place des autorités qui devraient le faire, notamment la région et les agences de l'eau. L'idée de cet appel à projet, comme vous avez pu le voir, certains, par la présentation des exemples, le montrent bien, c'est bien d'avoir une mise en place de nouvelles coalitions d'acteurs. Ces coalitions d'acteurs, effectivement, les projets doivent être portés par des associations, loi 1901, qui doivent être chefs de file et qui, dans ce consortium, embarquent des entreprises, mais aussi des collectivités territoriales, notamment dans les zones classées rouges par le ministère des Affaires européennes et étrangères. Sachant qu'un partenariat avec une coopération décentralisée est toujours un plus dans cet appel à projet, car permet de démontrer une implication avec les autorités locales, ici et dans les pays partenaires, et aussi d'engager le projet sur une durée.
Donc, cet appel à projet, il vise à soutenir de nouvelles coalitions d'acteurs dans un secteur bien particulier qui est le secteur de l'eau et de l'assainissement. On est exclusivement dans le secteur de l'ODD 6. J'ai bien vu les échanges dans le chat et là, effectivement, on n'est pas sur l'ODD 2. Voilà, parce qu'on est bien sur le levier de la loi Oudin-Santini. Voilà, pour rapidement, voilà, le lien, il est sur le chat, Carole l'a remis. Toutes les informations sont bien sur le site de la région. On est sur des projets, des financements entre 20 000 et 200 000 euros avec un cofinancement de 20% qui est attendu. Voilà, les zones d'éligibilité. À la base, on avait donc Burkina, Cameroun, Côte d'Ivoire, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et le Mali. Mali qui vient d'être voilà, suspendu sur les financements, comme vous connaissez le contexte. Et donc, les incidences des aides financières de la France au Mali ont été suspendues. Voilà, le Mali ne sera pas éligible sur cet appel à projet. Je vous faisais part donc de l'enjeu des coopérations décentralisées et puis sur les cofinancements, vous avez aussi, n'hésitez pas à regarder dans tous les éléments publiés par la région sur la fiche de présentation et puis le règlement intérieur sur les leviers de cofinancement à solliciter. La structure qui dépose doit au moins financer à 5%. Donc ça, c'est des éléments un peu clés budgétaires. N'hésitez pas à regarder en détail le règlement. Si on peut passer à la diapositive suivante, comme je n'ai pas la main, ça va être... hop, Iris, si tu... Voilà, merci. Le prochain appel, alors pardon, c'est un appel à projet qui est ouvert encore 1 an et demi de mémoire et qui va avoir plusieurs sessions. Ça veut dire qu'il y a déjà eu une première session. Là, il y a une deuxième session donc avec une échéance au 22 janvier 2023. Il va se refermer donc le 22 janvier 2023 et puis il va rouvrir probablement dans la suite et comme ça encore pendant 1 an et demi. Pour déposer un dossier, vous avez toutes les informations sur la diapositive devant vous. On est sur plusieurs éléments à déposer, un formulaire, une note succincte. Cette note succincte, elle doit quand même, enfin c'est l'élément qui permet de décider du projet. Donc c'est une note succincte qui doit être relativement complète, sachant que le dossier complet, c'est le dossier administratif, etc. Donc, n'hésitez pas à mettre un maximum d'informations dans cette note succincte. Le budget, voilà. Donc, dans tous ces éléments-là, vous avez des liens pour avoir des formulaires accessibles et qui sont disponibles sur le site. Voilà rapidement sur l'appel à projet. Je suis désolée, on ne va pas pouvoir, sur les questions d'éligibilité, etc., je plus sois les propos de Carole, mettez-les bien dans le chat, on sera relais auprès de la région et des agences de l'eau, mais voilà, on va avoir du mal à répondre sur les interprétations de critères ou sur les demandes plus spécifiques. Par contre, on est un consortium, un collectif de 4 structures qui accompagnent les porteurs de projets dans cette dynamique de l'appel à projet. Ce webinaire fait partie donc de l'animation de cet appel à projet où donc là on va avoir 4 structures clés. Iris, si tu peux passer à la diapositive suivante. Donc, avec chacun nos spécificités, voilà, dans ces échanges de la matinée, vous avez pu voir qu'on avait des compétences particulières et du coup, la région s'appuie sur, et les agences de l'eau s'appuient sur RESACOP, Coexiste, le PSO et Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises pour être interface d'accompagnement auprès des structures, que ce soit entreprises, collectivités, ONG, à voilà, répondre à cet appel à projet.
Donc là, on vous a mis rapidement un peu nos spécificités. De manière générale, c'est RESACOP qui est la porte d'entrée, mais sachez que nous avons des outils partagés, des réunions régulières de coordination pour suivre les structures qui réfléchissent à répondre à cet appel à projet. Et puis, on proposera aussi tout au long de l'année 2023 différents temps de rencontre en fonction des sujets qui nécessitent des échanges entre les ONG et les entreprises, comme ce webinaire d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres besoins précis pour être accompagné, n'hésitez pas à avoir les contacts qu'on va vous présenter juste après. Donc porte d'entrée plutôt RESACOP, et après nous on redistribue à Coexiste, à PSO ou à Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises en fonction des besoins. Si vous avez identifié votre besoin très précis tout de suite, n'hésitez pas à aller directement auprès de la structure aussi. Voilà, s'il y a des questions de manière plus générale sur l'appel à projet ou sur voilà, les besoins d'accompagnement, c'est possible d'y répondre maintenant. Sur les critères d'éligibilité, je relirai le chat. Voilà pour moi. De toute manière, vous aurez nos contacts aussi dans la fin de la présentation qui sera transmise à l'ensemble des participants. Voilà. Je ne sais pas. À toi, Carole. Ouais. Merci beaucoup, Isabelle. Écoute, on a quelques questions, mais on va les garder pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. On les fera remonter à donc Anne-Sophie Douza. Je vous ai également mis son mail dans le chat si vous voulez la contacter en direct. Juste, il y a une question sur le pays du Togo et je confirme que oui, il fait partie des pays éligibles. Pardon, je n'avais pas vu le chat. Non, mais merci beaucoup Isabelle pour ta précision. Vous avez bien compris, vous avez quand même plusieurs structures qui peuvent vous accompagner sur le montage de vos projets. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on va aussi vous redonner nos contacts en dernière slide. Avant ça, je voudrais faire un rapide sondage et je vais passer la main à Iris pour nous expliquer comment on fait pour répondre à cette question. En gros, c'est la volonté. Est-ce que vous souhaitez vous soumettre un projet dans le cadre de cet appel à projet qui vient vous être présenté? Iris, est-ce que tu veux expliquer aux participants comment ils peuvent répondre? Oui. Alors, merci. Alors, effectivement, c'est la première fois qu'on utilise cet outil, donc soyez un petit peu indulgents, mais normalement, pour que ça fonctionne, soit vous devez flasher avec votre téléphone le QR code qui est sur la gauche de l'écran, soit sinon, vous pouvez taper dans un navigateur Internet www.menti.com, donc qui s'affiche en haut de l'écran, et ensuite, il vous demandera un code qui est le code qui s'affiche, et vous pourrez répondre à cette question, et normalement, on aura les réponses en dynamique. Donc moi, je vais quitter le mode présentation et je vais vous changer mon partage d'écran. Je vais vous mettre aussi dans le chat, pour plus de simplicité, l'adresse et le code. Voilà. Et hop, je vais faire un autre partage. Par contre, il faut que tu nous repartages. Ouais, tout à fait. C'est parce qu'en fait, c'est pas sur le même, sur le même onglet. Hop, voilà. Et donc là, normalement, on va avoir vos réponses en live. Voilà, effectivement, comme vient de le dire Iris, vous avez vous pouvez cliquer directement sur le lien qui est dans le chat, mettre le numéro et puis répondre à la question qui vous est posée. On va vous laisser 2-3 minutes pour répondre. Oui. Et du coup, on précise, Isabelle, finalement, le Togo ne fait pas partie des pays éligibles, c'est ça? Pardon, non, c'est ce que j'ai remis dans le chat. Je suis désolée, j'ai répondu trop vite. Les pays éligibles sont bien Burkina, Cameroun, Côte d'Ivoire, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. Désolée. Merci. Je vois aussi qu'il y a une question de nouveau sur la diffusion des PowerPoint. On vous enverra à la suite de cette réunion les supports de présentation ainsi qu'un compte-rendu. Voilà, il faut qu'on compte d'ici fin décembre pour avoir le compte-rendu qui vous sera transmis. Et on diffusera aussi sur nos sites l'enregistrement du webinaire qui sera remis en forme. Voilà.
Et donc, on voit qu'il y a une belle proportion des participants qui ont envie, ou en tout cas qui se tâtent de soumettre un projet dans le cadre de l'appel à projet. Donc, c'est super. N'hésitez pas, comme l'a dit Isabelle, à vous rapprocher de l'une ou l'autre de nos structures en fonction de votre besoin pour qu'on puisse vous accompagner à y répondre. Et on va, hop, je quitte le partage d'écran. On va vous refaire l'exercice avec une autre petite question. Ce serait de nouveau un petit exercice interactif. Quel sujet vous intéresserait dans le cadre d'un futur webinaire d'animation de cet appel à projet? Donc, au même titre que là, on a choisi de faire un focus sur le pompage solaire. Est-ce que, voilà, au cours de l'année 2023, il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le cadre de cet appel à projet? Donc, de nouveau, je vais vous remettre le lien Internet et le code dans le chat. Et on verra vos réponses en dynamique. Hop. Voilà. Merci beaucoup, Iris. J'en profite pour répondre de vive voix à la question sur le Burkina. Oui, le Burkina fait partie des pays qui sont éligibles, si je ne me trompe pas, Isabelle. Oui, oui, tout à fait. Et puis surtout, je vous ai encore remis le lien vers la présentation de cet appel à projet sur le site directement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. N'hésitez pas à aller le consulter dès à présent. Et donc, merci de répondre effectivement à ce petit sondage qui nous permettra de mieux répondre à vos besoins dans le futur en termes de thématiques que vous souhaitez aborder. Voilà, ça nous permet d'être au plus près de ce que vous avez identifié comme étant des besoins pour vous. De la même manière, on vous laisse un petit temps et si vous avez des idées qui vous viennent a posteriori, il sera encore ouvert quelques heures, le sondage. Donc, nous, on retournera le voir. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin d'un peu plus de temps ou de sonder en interne les autres personnes de votre organisation, pas de souci, c'est possible. Gardez juste bien le code d'accès et le lien sous le coude. Le Bénin n'est pas éligible pour répondre à la question du chat. Merci Isabelle. Bon, quelques idées déjà thématiques qui émergent, hein, à voir si effectivement on pourra, par exemple, sur le suivi maintenance d'un cadre en général ou le pompage hybride, pourquoi pas. Donc, merci beaucoup. Je vais reprendre le partage de la présentation parce qu'on est déjà à 5 minutes dépassées de notre timing. On y est presque quand même. Honorable, 5 minutes et je redonne la parole à Carole, notre animatrice aujourd'hui. Merci beaucoup. De toutes les manières, je pense que l'essentiel a été dit. Vous avez nos contacts qui s'affichent. Je propose qu'on vous les remette, que chacun les remette en même temps dans le chat.